L'histoire est écrite par les vainqueurs, mais c'est pas la plus intéressante, car les perdants aussi ont des leçons à nous apprendre, ce qu'il ne faut surtout pas faire pour ne pas perdre des milliers de soldats et ruiner le futur de son pays. Aujourd'hui, on vous parle des pires batailles de l'histoire. Quand tu te bats contre toi-même. 1788, l'Empire d'Autriche affronte les Ottomans. Les troupes autrichiennes de Joseph II, composées de 100 000 hommes, se battent pour le contrôle du Timis. Ils tiennent une position stratégique, l'actuelle ville de Caransebeș, offrant un passage à travers les Alpes de Transylvanie. Soupçonnant une attaque imminente des Ottomans, on envoie des hussards en reconnaissance. Mais au lieu de croiser leurs ennemis, ils tombent sur des tziganes. Ces derniers ont de l'alcool à vendre et les hussards, fatigués de la guerre, sautent sur l'occasion. Ils achètent tout ce qu'ils peuvent et commencent à se saouler au schnapps. Là, des fantassins arrivent et découvrent une troupe de cavaliers en train de faire la fête. Du coup, ils leur demandent de leur passer quelques tonneaux, il faut faire profiter les copains. Mais les hussards sont pas très emballés par l'idée. Alors tout le monde commence à se disputer, puis à se taper dessus. Dans la confusion, quelqu'un tire un coup de feu, la dispute se transforme en bataille alcoolisée. Là, ça devient confus. Des soldats paniqués commencent à crier « Troussi, Troussi », des Turcs, ce qui fait fuir une partie des combattants vers leur campement. Devant le quiproquo, des officiers allemands tentent de calmer le jeu en criant « Halte ». Sauf qu'il y a un problème. L'armée autrichienne est composée de plein de nationalités qui ne parlent pas toutes la même langue. Il y a des croates, polonais, allemands... Halte, ça fait un peu Allah, non? Les Turcs nous chargent? Devant la confusion, on décide de faire des tirs d'artillerie sur le campement. C'est la catastrophe. Les soldats s'enfuient en panique, la ville de Caransebeș est abandonnée, 10 000 soldats morts ou blessés. Ça, c'est l'histoire telle qu'on la lit sur internet. Mais les historiens ne sont pas convaincus. Ce récit a été écrit 55 ans après la bataille. Avec le temps, on l'a peut-être un peu romancé, voire extrapolé. Par exemple, les 10 000 morts viennent d'un livre français qui a très certainement exagéré ce nombre pour décrédibiliser une nation rivale. Si on se plonge dans les sources les plus anciennes, on évoque bien un abandon de la position et une confusion dans les rangs, ici provoquée par des autochtones qui voulaient effrayer l'armée. Alors, qui dit vrai? Chacun raconte la version qu'il arrange. Ce dont on est sûr, c'est que Caransebeș a bien été perdu dans une panique plutôt humiliante. Déclarer la guerre à des animaux. Vous êtes soldat australien, vous avez combattu pendant la Première Guerre mondiale et vous rentrez enfin chez vous. Votre seule envie, mener une vie tranquille, loin des traumas. Le gouvernement a prévu pour vous un plan de réinsertion. Vous allez vous installer sur des terres inhabitées et cultiver du blé, une opportunité en or. Sauf que débute la crise de 1929. Le prix du blé s'écroule. En plus, les fermes ont été construites pile sur le trajet migratoire des émeux, ces grands oiseaux de la région. Normalement, ils vivent sur les côtes, mais viennent se reproduire au centre. Maintenant qu'il y a des cultures et de l'eau, ils s'y plaisent bien. Problème, ils sont 20 000, dévorent toutes les récoltes et détruisent vos clôtures, laissant champ libre aux lapins sauvages. La situation est invivable, vous devez faire quelque chose, mais quoi? Si vous avez répondu, allez voir le ministre de la Justice pour lui demander de vous donner des mitrailleuses, bravo, vous êtes un fermier australien pure souche. La condition du gouvernement, c'est que ce soit l'armée qui vienne les combattre. Les fermiers, eux, payeront juste les balles. On envoie donc le Major Meredith et 2 soldats équipés de fusils mitrailleurs Levis et 10 000 cartouches. 2 novembre 1932 se prépare la bataille de Campion. Une 50aine d'émeutes sont regroupés, les soldats se cachent, prêts à mitrailler par surprise, ils ouvrent feu et les oiseaux se mettent à courir dans tous les sens. Par petits groupes, ils sont extrêmement durs à toucher. Ce premier essai est un échec tellement honteux qu'on ne sait pas combien sont éliminés. Ils diront juste un certain nombre. En même temps, ils avaient carrément sous-estimé l'adversaire. Regardez-moi ce mastodonte, c'est le deuxième plus grand oiseau du monde, jusqu'à 1,90 m pour 50 kg, capable d'atteindre 55 km/h. Il pouvait facilement survivre à plusieurs balles, encore fallait-il déjà les toucher. Le petit groupe ne lâche pas l'affaire, 2 jours plus tard, ils ont trouvé un millier d'émeutes, c'est l'occasion rêvée. Ils s'approchent le plus près possible, ouvrent le feu et leurs armes s'enraillent. Ils ont eu le temps d'en tuer 12. Désespéré, le major tente de monter un fusil sur le toit d'un de leurs véhicules, mais on est dans les années 30. Sur le terrain abîmé de la Cambrousse australienne, les voitures n'arrivent pas à rattraper les émeutes. Impossible de viser. Au bout d'une semaine, ils avaient tiré plus de 2500 cartouches, pour un total de 50 morts. Ils sont la risée de l'Australie. Dans les médias, on blague sur les techniques de guérilla des émeutes. Au Parlement, quelqu'un suggère de remettre des médailles aux oiseaux. Le Major Meredith dira « Si on avait une unité aussi résistante que ces oiseaux, on pourrait battre n'importe quelle armée. Ce sont des tanks. » Les soldats vont rentrer chez eux, puis être renvoyés pour une nouvelle mission qui sera un peu plus réussie. 9
986 tués pour 9860 balles tirées, 10 balles par oiseau, très loin du résultat espéré. C'est officiel, les émeutes ont triomphé du gouvernement australien. Pour contrôler le phénomène, on va trouver deux nouvelles solutions. D'abord mettre une prime sur leur tête, 25 centimes par oiseau, ce qui démocratise leur chasse. Et surtout, on adopte ce qui aurait dû être utilisé dès le début, construire une énorme barrière pour enfermer les émeutes et les lapins dans une réserve. Elle s'étend sur plus de 3000 km et c'est particulièrement efficace. Aujourd'hui, la population est stable, autour des 700 000 individus. La pire erreur de communication. Dans les années 1850, la France, le Royaume-Uni et la Sardaigne s'allient aux Ottomans pour faire face à l'expansion de la Russie. C'est la Grande Guerre de Crimée. Les Alliés sont en position de force et s'apprêtent à assiéger Sébastopol, le principal port russe de la mer Noire. Au même moment, les Anglais ont positionné leurs troupes dans la ville portuaire de Balaklava. Les Russes y voient une opportunité car les lignes de ravitaillement sont mal défendues. Une attaque isolerait les Anglais du reste des forces alliées. Ils lancent l'assaut le 25 octobre 1854 avec 25 000 hommes, la bataille de Balaklava commence. Les troupes russes chargent les Ottomans qui étaient positionnés sur les hauteurs avec de l'artillerie. Ils les mettent rapidement en déroute et les canons sont abandonnés sur place. Pendant ce temps, une partie de la cavalerie anglaise prend l'armée russe de flanc. Avec seulement 300 hommes, ils mettent en déroute 2000 Russes, perdant seulement une dizaine d'hommes au passage. Leurs adversaires se replient de manière désordonnée. À ce moment, le général anglais Lord Raglan, qui observe la scène de loin, voit les troupes russes tenter de s'enfuir avec les canons abandonnés par les Ottomans. Pour lui, la situation est parfaite. Il faut profiter de la désorganisation des Russes pour prendre l'avantage. Ne surtout pas les laisser s'emparer de l'artillerie. Il va alors prendre une décision qui va marquer l'histoire. Elle est encore aujourd'hui étudiée dans les écoles militaires comme l'exemple d'un ratage absolu. Il ordonne au reste de la cavalerie, la brigade légère, dirigée par Lord Lucan, d'aller déloger les Russes qui s'enfuient avec les canons ottomans. Sauf que les ordres ne sont pas très clairs et le message doit traverser des kilomètres. Quand il parvient à Lord Lucan, la situation a changé. Depuis leur position, les seuls canons qu'il voit ne sont pas ceux des Ottomans, mais des Russes. Médusé, Lucan hésite. Il est convaincu que quelque chose ne va pas. Charger avec des cavaliers sur de l'artillerie serait du suicide, mais le messager prend des libertés et réaffirme l'ordre en dépit du bon sens. Il faut attaquer les canons russes tout de suite et de plein front. Lucan refuse de suivre les directives. À la place, il décide de faire passer l'ordre à son beau-frère, Lord Cardigan, qu'il n'apprécie vraiment pas du tout. Lui n'ose pas contredire les directives. Alors il s'élance, accompagné des 670 membres de la cavalerie légère, en direction des canons. Ils ont un peu plus d'1 kilomètre à parcourir. La scène est tellement improbable que les Russes hésitent à tirer, ne comprenant pas ce qui se passe. Mais très vite, les Anglais se retrouvent sous une pluie de balles. Devant eux, l'artillerie, sur les flancs, de nombreux fantassins, c'est un carnage. Ils voient leurs camarades se faire déchiqueter par les balles. Des membres et des morceaux de cerveau jonchent le sol, tandis qu'une épaisse fumée recouvre le champ de bataille. Ils vont quand même réussir à atteindre les canons et tuer quelques soldats russes, mais ça va pas durer longtemps. Ils sont très vite forcés de battre en retraite, toujours sous le feu ennemi. Les pertes sont lourdes, 110 tués, 160 blessés et presque 400 chevaux massacrés. L'une des actions les plus stupides de l'histoire de la guerre, qui aura au moins permis de prouver l'importance de la clarté des ordres dans les chaînes de commandement. L'erreur qui a coûté un empire. Après 400 ans de règne sur la Chine, la dynastie Han est affaiblie. Le pays est en miettes, fragmenté en plein de petits territoires dirigés par des chefs de guerre. L'empereur Xianti n'y a aucun contrôle. Alors que les guerres de pouvoir font rage, au nord, un homme apparaît comme le prochain leader de la Chine, Cao Cao. C'est un stratège talentueux, il a réussi à unifier tout le nord du pays, a convaincu l'empereur de le rejoindre. Plus rien ne l'empêche de prendre le contrôle total du territoire. Plus rien, à part deux autres chefs de guerre, Liu Bei et Sun Quan, qui se partagent le sud de la Chine. Tous deux savent qu'ils ne font pas le poids pour affronter Cao Cao, alors ils décident de s'allier. On est en plein de ce qu'on appellera plus tard la guerre des trois royaumes. C'est dans ce contexte que va avoir lieu la bataille de la Falaise Rouge, probablement la plus importante de toute cette période. La première étape pour Cao Cao, c'est de prendre le contrôle de la rivière Yangtze, qui traverse le pays d'est en ouest. Il rassemble pour ça son armée de 250 000 soldats et fonce vers la ville portuaire de Xianling. En face,
plus, l'armée possède 5 fois moins d'hommes. Les conseillers sont unanimes, il faut se rendre. La bataille paraît impossible. Une première escarmouche éclate, la flotte de Cao Cao est très puissante, il aurait sûrement pu gagner la guerre à ce moment-là. Mais ses hommes sont affaiblis. Ça fait des mois que la campagne s'éternise, des maladies se répandent dans les rangs. En plus, la plupart des soldats ont le mal de mer. Ils viennent du nord et n'ont pas l'habitude de la navigation et du climat. Cao Cao prend alors la décision d'attacher tous ses navires ensemble, afin de réduire le tangage des embarcations, faisant de sa flotte un immense bloc massif sur lequel ses soldats se sentent mieux. Alors qu'il s'arrête dans un port, Angai, un général de l'armée adverse, remarque la nouvelle disposition des bateaux et a une idée de génie. Il envoie un message à Cao Cao pour lui dire qu'il souhaite trahir son camp et le rejoindre. Cao Cao est ravi et accepte l'offre. Après tout, c'est normal qu'on veuille le rejoindre, il va gagner facilement. Alors que les bateaux de Angai arrivent à leur rencontre, les hommes qui y sont sautent à l'eau. Les navires, eux, continuent leur route, poussés par le vent. Cao Cao est confus, surtout que les embarcations qui font sur lui sont en feu. On vient de lui jouer le coup du cheval de Troie. Les bateaux ont été remplis de matériaux inflammables. Maintenant, ce sont des missiles enflammés qui s'apprêtent à empaler les navires venus du nord. Cao Cao voudrait manœuvrer pour esquiver, mais ces bateaux sont tous attachés les uns aux autres. Il n'y a plus rien à faire. C'est un massacre. Les hommes s'enfuient en panique, mais à terre, des troupes ennemies sont là pour les récupérer et les exécuter. Cao Cao réussit à s'échapper. Il retourne honteux dans son royaume du Nord. Acceptant sa défaite, il décide de se concentrer sur ses propres territoires. Cet ancien stratège militaire émérite venait de perdre la bataille qui aurait fait de lui l'empereur incontesté de la Chine, à cause de ses propres décisions exploitées par un ennemi plus malin. Parce que c'est ça aussi les champs de bataille, des erreurs de jugement, des décisions approximatives et de l'ego. Après tout, ce sont des êtres humains aux commandes, et si on faisait que des bons choix, ça se saurait. C'est juste qu'avec la guerre, les conséquences ne valent pas souvent le risque. On aurait pu vous parler de la guerre des Malouines qui a ruiné l'Argentine, la bataille de Tsushima où les Russes se sont fait humilier par les Japonais, ou la bataille des Caresses, l'une des pires défaites romaines de l'histoire. Peut-être pour une prochaine vidéo, car comprendre ces échecs, c'est en tirer des leçons qui pourraient bien vous servir dans la vie.